merci à tous d'être restés aussi nombreux cet après-midi pour la suite des débats de ces assises. Et je salue à nouveau aussi ceux qui sont en distanciel et qui nous écoutent et nous regardent très nombreux, m'a-t-on dit. Alors ce matin, on a déjà pas mal débroussaillé la question lors de 2 débats sur les coûts et puis sur qui paye quoi. Et on va continuer cet après-midi avec un thème absolument essentiel, le rôle social et écologique du prix des transports, et en abordant aussi quelques comparaisons internationales. Alors, je vais vous présenter l'ensemble des intervenants, même si vous les connaissez probablement tous. Donc, juste à ma droite, Jean-Paul Huchon, qui a dirigé le conseil régional et aussi le STIF. À l'époque, ça n'était pas Île-de-France Mobilité, c'était le STIF. François Durovray, qui est président du département de l'Essonne et qui parle de plus en plus transport depuis quelque temps. On le voit sur de nombreux sujets plaider pour la cause de transport innovant et efficace. À ses côtés, Emmanuelle Gay, vous êtes directrice de la DRIEAT. Et dans quelques instants, je vais vous donner la parole pour introduire ce thème. Anne Hidalgo, maire de Paris, merci de nous avoir rejoints. Mohamed Mesgani, vous êtes directeur général de l'UITP et vous venez d'ailleurs d'être renouvelé à votre poste pour plusieurs années. Et puis je finirai par Arnaud Bertrand, qui est président de l'association Plus de Trains. Alors vous voyez, il y a une composition très diverse de cette table ronde. Et je vais vous demander, Emmanuelle Gay, de nous poser un peu quelques éléments qui nous permettront après d'avancer dans le débat sur cette question du rôle social et écologique des transports. Je vous laisse la parole et vous avez quelques slides. Merci, bonjour à tous. Bien évidemment, pour démarrer cette séquence, ça me semble fondamental de repartager l'enjeu majeur des transports collectifs du point de vue social. On a une région caractérisée par des fractures territoriales, des fractures sociales, des conditions de vie très différentes d'un territoire à l'autre. Dans cette région, les transports collectifs jouent un rôle majeur pour l'accès de tous aux emplois, aux équipements et aux services publics, aux équipements également de loisirs, au cadre de vie de façon générale. Ce rôle, le transport le joue d'autant plus que les emplois sont relativement concentrés sur le cœur de la région, alors que l'habitat est plus dispersé sur l'ensemble du territoire régional. Les transports collectifs et la qualité de leur offre, c'est donc un facteur premier pour construire une région inclusive et pour réduire les fractures sociales et territoriales. On voyait dans une des séquences ce matin l'enjeu du développement de l'offre de transport, et on sait par exemple que certaines lignes du GPE vont décupler le nombre d'emplois accessibles aux habitants le long de ces lignes en moins d'une demi-heure. Alors un enjeu majeur en termes de cohésion sociale et territoriale, un enjeu majeur évidemment au plan environnemental également. Au-delà de l'efficacité des transports collectifs en termes de transport de masse dans une région aussi dense que la nôtre, les transports collectifs sont là évidemment également pour réduire les nuisances liées aux déplacements motorisés, notamment automobiles, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, de qualité de l'air ou de nuisances phoniques le long des axes les plus fréquentés. On a vu, et une diapo peut l'illustrer, que les transports collectifs ont augmenté récemment sur les 30 dernières années de façon très conséquente en termes de nombre de déplacements, alors que les déplacements automobiles étaient plus stables sur les 10 à 20 dernières années. Cela illustre le rôle des TC pour à la fois accompagner le développement de la région tout en limitant les nuisances liées au déplacement, quand on sait qu'un déplacement sur un mode ferré représente 80 fois moins d'émissions de gaz à effet de serre qu'un trajet en voiture thermique. Alors au regard de ces enjeux à la fois social et environnemental, quel est le rôle de la tarification? Où se situe-t-on par rapport à d'autres métropoles, puisqu'on pourra partager au cours de cette séquence des comparaisons internationales? Quels sont les impacts de la tarification? Comment est-elle également modulée
selon les publics. On peut, je pense, rappeler, ça a été également évoqué ce matin, qu'on a un certain nombre de dispositifs de tarification sociale qui permettent de limiter les coûts pour un certain nombre d'usagers en fonction soit de critères d'âge pour les jeunes ou les plus âgés, soit en fonction de leur situation au regard de l'emploi ou leur plafond de ressources, ou également en termes de statut étudiant ou autre. Donc des mesures qui permettent pour un certain nombre d'usagers de bénéficier de tarifs réduits. On a également sur ces enjeux de tarification un point de départ qui est illustré sur cette diapo, où on voit que la tarification francilienne se situe sur cette représentation de façon médiane finalement par rapport aux autres exemples qui sont cités. Alors sur ce point, il convient de rappeler que tout cela est à mettre en relation également avec le niveau de l'offre et qu'on a finalement au niveau des comparaisons internationales peu de métropoles d'une taille, d'une densité et avec une ampleur de l'offre comparable à l'Île-de-France. La comparaison la plus régulière en termes de métropole étant plutôt la situation londonienne, dont on voit qu'elle se situe à l'extrémité supérieure de ce graphe de comparaison des situations internationales. Et puis peut-être pour terminer sans être trop longue, évoquer aussi, on pourrait y revenir, je pense, dans les interventions, que les questions que nous nous posons au niveau francilien sur l'évolution de la tarification à conduire pour les prochaines années, d'autres agglomérations, d'autres pays se les posent également. On rappelle, comme on l'a vu ce matin, qu'on a une situation où les usagers ne prennent en charge qu'une part très minoritaire finalement du coût du déplacement. Cette part est variable dans les autres exemples internationaux. On a en spécificité francilienne également évoqué ce matin un développement de l'offre extraordinaire que les comparaisons internationales ne connaissent pas forcément au même point, ce qui peut rendre effectivement certaines comparaisons limitées sur certains points. Voilà pour... Merci beaucoup Emmanuel Gay pour ces éléments de cadrage de nos débats. On pourra effectivement revenir sur les comparaisons internationales avec Mohamed Mesghani et puis sur les taux de possession de véhicules individuels, etc. Toutes sortes d'éléments qui nourriront les débats. Je voudrais commencer avec vous, Jean-Paul Huchon. Merci de d'avoir rejoint. Je rappelais tout à l'heure que vous avez dirigé la région et le STIF, notamment au moment de la régionalisation. Mais on ne va pas refaire l'histoire complète, on va se concentrer peut-être un peu sur le sujet d'aujourd'hui et voir un peu qu'est-ce qui a présidé à votre proposition, puis à la décision d'instaurer le pass unique et de faire en sorte, si j'ai un peu de mémoire, de faire en sorte que de plus en plus de franciliens se dirigent vers les transports publics à l'occasion de cette simplification du tarif en 2015. Ça marche ? Oui, d'accord. D'abord, c'est l'occasion de retrouver là beaucoup d'acteurs du transport que je remercie d'être présents. Lorsque nous avons pris le contrôle donc de la régionalisation des transports, après que nous l'ayons obtenu de Jean-Pierre Raffarin et que nous puissions continuer, 2004, le préfet de région de l'époque, Jean-Pierre Duport, qui est un vieil ami, m'avait dit la régionalisation des transports, tu n'y arriveras jamais. Tu mettras 20 ans et tu n'y arriveras jamais. Et en réalité, on y est quand même arrivé presque en 2 ans à partir de cette date, puisqu'on a vraiment démarré avec l'autorité organisatrice en 2006, 2005-2006. Nous avions une région dont il a été dit tout à l'heure à quel point elle est dépendante des transports et non seulement les citoyens mais les entreprises sont extraordinairement dépendants de la qualité, de l'efficacité des transports. C'est d'ailleurs, on considère qu'en Île-de-France, on est sans doute la région qui offre le plus grand choix
en termes de transport par rapport à toutes les comparaisons internationales. Et est venu, nous avons eu à l'époque un débat qu'on avait eu d'ailleurs avec Valérie Pécresse et mon opposition, qui était de savoir est-ce qu'il faut privilégier la tarification sociale, ou est-ce qu'il faut tout simplement faire marcher les transports, c'est-à-dire construire des lignes, acheter du matériel et d'une manière générale préparer les grands projets de demain. Bien entendu, ce n'était pas aussi simple. Et il a fallu faire les deux choses en même temps, parce qu'il y avait une demande. Non pas que le prix du transport était très élevé, mais il y avait des différenciations importantes, injustes sur la mobilité, compte tenu du fait que le zonage était loin d'être adapté à la réalité et qu'il était quand même très pénalisant pour la banlieue, plutôt favorable à Paris, mais que ça n'empêchait pas de rechercher aussi davantage d'opportunités pour les Parisiens et les Franciliens de prendre des transports en commun. Donc l'objectif, c'était à la fois de lutter contre la pollution, et bien entendu, c'est une question qui reste toujours valable, mais l'idée était surtout de dire s'il y a une équivalence dans les transports et que, quelle que soit votre origine, votre lieu de vie, etc., vous pouvez bénéficier d'un système qui sera, bon, bien sûr, largement subventionné, aidé, etc., mais qui rétablira une certaine égalité, c'est ce que nous avons commencé et voulu faire. En fait, il y a deux sujets sur lesquels nous nous sommes battus à l'époque. C'était la tarification avec le pass unique. Et puis, l'autre sujet, c'était bien sûr le Grand Paris, mais je pense que vous en reparlerez dans d'autres conditions. Les deux étaient très difficiles. Les deux donnaient lieu à des oppositions à la fois politiques et parfois techniques aussi. Mais c'était bien le sujet, c'était de dire offrons une égalité de traitement et poussons les Franciliens, avec l'appui des entreprises bien sûr, à donner davantage de place au transport public. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, en fait, le transport public a gagné du terrain par rapport à l'usage de la voiture. Pendant très longtemps, on a été quand même très dépendant de l'usage de la voiture. On a gagné du terrain, même si la pandémie et ce qui s'en est suivi a été un espèce de coup d'arrêt qui commence maintenant à s'éloigner, mais malgré tout. Donc on était très enthousiastes. Évidemment, il y avait un coût à tout cela. Et un coût qui se traduisait par un manque à gagner et qu'il a fallu combattre en obtenant notamment des entreprises qu'elles participent à l'effort. Moi, je dois dire que c'est un de mes meilleurs souvenirs professionnels, en tout cas, c'est d'avoir convaincu à la fois le MEDEF, mais surtout la Chambre de commerce, qu'il fallait entrer dans cette aventure et y participer. Parce que l'intérêt des entreprises était considérable, mais évidemment, on est toujours dans cette situation que le gouvernement actuel, d'ailleurs, comment dis-je, rabâche à longueur de journée. Pas de nouveaux impôts, pas de nouvelles cotisations, etc. Et c'était la difficulté, et c'est toujours la difficulté. À cet égard, quand on examinera les solutions, on verra qu'il y a peut-être des choses qu'on peut faire. Et Gilles Carrez, que je vois là ici, et qui a été un grand appui pour le développement des transports en commun en Île-de-France, avait proposé des solutions qui va peut-être reproposer à nouveau, mais ça sera bien que l'on puisse avancer sur ce terrain. Donc, moi, j'ai eu un peu de difficulté à l'époque avec ma majorité parce que il fallait faire à la fois tout de suite, très vite, et au fond, on n'avait pas à se préoccuper des conséquences financières, donc on l'a fait.
je dois dire qu'il y a une chose qui m'a frappé dans tout ça, c'est que ce n'est pas la région toute seule qui a fait tout ça, mais elle l'a fait avec les départements. Et la question, je dirais, de IDF Mobilité, c'est vraiment reconnaître que la présence des départements au Conseil a rendu les choses à la fois plus faciles sur le plan financier, mais même sur le plan politique, puisqu'on a réussi à trouver une espèce d'unanimité dans ce domaine. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut remarquer et qui a continué et qui continue, puisque le rôle des départements est devenu tellement important parce qu'ils se sont eux-mêmes, en quelque sorte, shootés au transport. Ils ont voulu en faire, ils ont voulu y participer. Et c'est vrai de Paris, bien sûr, mais c'est vrai aussi de l'Essonne et même de la Seine-et-Marne. Voilà un petit peu le démarrage de tout cela. Je crois qu'on est à un moment crucial où il faut vraiment trouver des solutions, non pas alternatives, mais supplémentaires pour financer les transports, parce que l'offre maintenant est devenue tellement considérable et doit devenir tellement considérable. Valérie Pécresse me disait récemment il faut trouver évidemment de quoi financer complémentairement le Grand Paris, ce qui ne va pas être simple. Il faut financer surtout le renouvellement du matériel, et ça, c'est extrêmement important. Lorsqu'on a mis en place les fameux trains bombardiers, les gens ont compris que d'un seul coup, les choses changeaient pour eux. Voilà, je m'en tiens là, j'ai été long. Non, non, pas du tout. Merci, Président. Vous avez rappelé que très vite se sont posées des questions de financement à propos du tarif unique. On peut rappeler la négociation avec le gouvernement de Manuel Valls, qui avait fait une compensation importante pour vous aider à passer le cap. C'est toujours difficile de refaire l'histoire, mais est-ce que vous regrettez d'avoir fixé à 70 € et peut-être pas à plus le tarif unique en 2015 ? Je peux dire la vérité, mais je crois que ça il faut se souvenir que quand on dirige une collectivité comme celle-là, et on le sait aujourd'hui de la même manière, il faut quand même tenir compte des gens qui vous ont élu et qui vous accompagnent. Or, à l'époque, c'était quand même très important d'avoir l'appui des départements, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ce n'était pas gagné, mais aussi de nos alliés, les uns et les autres, et de convaincre au-delà de nos alliés. Et globalement, on y est arrivé. Je pense qu'on peut encore y arriver si on veut bien considérer que les transports, je dirais, qu'est-ce qu'un francilien ? C'est très simple. C'est quelqu'un qui n'arrête pas de bouger. Et par conséquent, il faut mettre au niveau les moyens de mobilité. Merci d'avoir rappelé que c'était un accord politique, effectivement. Je voudrais me tourner vers Mohamed Mezgani à l'instant, qui a l'avantage d'avoir une comparaison internationale très forte. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'UITP, l'Union internationale des transports publics. On a envie de vous entendre à la fois sur quelques comparaisons avec les réserves liées à tout ce qu'on a dit depuis ce matin, c'est-à-dire la taille énorme de l'agglomération francilienne, et puis de voir comment tout ça évolue, parce que la priorité écologique bouscule un peu tous les modèles, bouscule aussi les priorités politiques. Et si vous pourriez nous dire un peu comment en ce moment ça évolue dans les différentes métropoles, on augmente, on baisse, on trouve des ressources nouvelles. Voilà, on a envie de vous entendre sur ce panorama général. Parfait, merci beaucoup et bonjour à tout le monde et merci de m'accueillir ici. Je suis un peu l'intrus dans cette famille parisienne, mais je suis très ravi d'être là. En parlant de tarification dans les transports publics, on peut dire que la tendance est à la simplification et à l'intégration de la tarification. Et notamment parce que, bon, si en France, d'une manière générale, et encore plus à Paris, on a une autorité organisatrice qui couvre tous les modes de transport, ce n'est pas le cas partout. Et donc, l'intégration entre les différents modes, l'intégration entre les différents opérateurs, entre les différents profils d'utilisateurs, et notamment faire en sorte d'augmenter la part des occasionnels dans l'utilisation des transports publics. On voit aussi, avec l'augmentation du télétravail, des initiatives pour offrir des abonnements qui ne sont plus sur une période, mais sur un nombre de jours. Donc, des abonnements flexibles, comme en Belgique, des abonnements sur 80 ou 120 jours par an, ou alors 6 à 10 jours par mois. C'est le cas aussi en Suisse, à Lausanne, par exemple. On fait ça, bien sûr, avec l'objectif d'améliorer le taux de couverture.
On a vu aujourd'hui certaines valeurs. Bon, je ne partage pas tout à fait les valeurs qui ont été présentées parce que j'ai des valeurs plus... La moyenne, d'une manière générale, en Europe, c'est 50% de taux de couverture, avec les pays nordiques surtout qui ont et l'Angleterre avec des taux, Londres disons, avec des taux plus élevés. Londres, c'est à 85% quand même. Berlin 60%, Vienne aussi, c'est des taux au-dessus de 50%. On voit aussi se développer des formules pour la révision automatique et périodique des tarifs. Alors, la ville qui a le plus poussé à l'extrême la formule de révision, c'est Singapour, mais bon, ça reste un cas particulier, qui a une formule très, très précise sur la base de l'indice des prix à la consommation, mais aussi le prix de l'énergie, donc vraiment une formule qui est appliquée tous les ans, mais généralement l'UITP préconise une révision régulière et légère mais régulière. Voilà. Et ne pas se poser la question tous les 3-4 ans en se disant qu'est-ce qu'on fait avec la révision des tarifs. Et aussi, certains réseaux voient aussi la mise en place d'une gratuité, par exemple, juste avant l'heure de pointe pour délester la pointe et faire en sorte que les voyageurs voyagent avant. Alors, je voudrais mentionner 3 exemples, si j'ai le temps. 3 agglomérations européennes de taille différente. Je commencerai par Vienne. Donc Vienne, c'est une ville avec un réseau de transport public très dense. En fait, la majorité de la population de Vienne habite à 5-10 minutes de marche d'un arrêt de bus ou de métro ou de tram. Le transport public représente 38% de part de marché dans les déplacements en Vienne. La voiture, 30%, 7% pour le vélo et le reste, c'est la marche. Et à Vienne, a été mis en place la formule à 1 euro par jour. En fait, c'est 365 euros par an. Pourquoi je dis 365 euros par an? Parce qu'on doit payer pour l'année. On ne peut pas payer pour le mois pour bénéficier de ce tarif-là. On doit payer pour l'année, on doit le faire en une fois. Sinon, ça coûte plus cher. Donc, ça peut avoir un impact sur la disponibilité de certaines catégories défavorisées pour payer en un an, en une fois. Donc l'objectif à Vienne était clair, c'était lutter contre les gaz à effet de serre. Et donc a été mis en place même sur toute l'Autriche un ticket, on appelle ça le ticket climat, qui est à 3 euros par jour, l'équivalent de 3 euros par jour sur toute l'Autriche. Et l'objectif, donc, lutter contre le changement climatique et en baissant la part de marché de la voiture. Mais donc, pour faire ça, on a mis en place des mesures d'accompagnement. On a augmenté le coût du stationnement et on a décidé que les recettes de stationnement allaient directement à Wiener Linien, donc, qui est l'opérateur principal du transport public à Vienne. Donc, les recettes de stationnement en voirie, bien sûr, vont à Wiener Linien. Et on a augmenté... En fait, il y a un équivalent de versement mobilité ou versement transport à Vienne, on appelle ça la taxe métro, qui était de 72 cents par employé et par semaine, avant la mise en place du ticket 1 euro ou de la formule 1 euro, et qui est passé à 2 euros, donc qui a été multiplié par 3 pratiquement lors de la mise en place de cette formule. Alors, l'impact a été négligeable en matière de transfert modal de la voiture vers les transports publics. Mais c'est aussi dû au fait que Vienne a toujours eu une politique anti-voiture, en fait, et a commencé ça dans les années 90, où la part de marché, disons, le transport public a gagné 15 points entre 1993 et 2019. Et donc, ça explique peut-être le fait qu'on est arrivé à un niveau où il n'est pas évident de réduire encore plus, disons, d'augmenter de manière significative la fréquentation des transports publics. Le deuxième exemple, c'est Berlin. Alors Berlin, comme toute l'Allemagne, a expérimenté la formule à 9 euros pendant 3 mois l'été dernier. 9 euros, on avait accès à tous les transports locaux et régionaux, tous modes confondus, en Allemagne. Et donc là, l'objectif était clair, c'était aider les automobilistes devant la montée des prix du carburant l'été dernier, en leur offrant un transport public accessible à bas coût. À Berlin, ce fut un succès. On a vendu
3,5 millions de tickets en 3 mois à Berlin. Donc, la formule a été plébiscitée pour son coût, pour sa simplicité. Mais en regardant les chiffres de plus près, on constate que la plupart des voyageurs l'ont été pour le motif loisir, shopping, visite, mais très peu pour le motif travail. Donc la plupart de ceux qui ont opté pour cette formule. Et donc les nafteurs n'ont pas vraiment, ne venaient pas vraiment de l'automobile. Et donc on est passé à côté des objectifs. Mais donc pour information, cette opération a coûté 2,5 milliards pour l'Allemagne, pour tout le territoire allemand, sur 3 mois. Mais on a retenu, disons, la principale leçon, c'était qu'il fallait simplifier les tarifs. Et donc maintenant, l'Allemagne met en place une formule à 49 € par mois, qui, si tout va bien, démarrera en avril, mais c'est pas encore sûr. Et autre chose aussi, je pense que c'est une conséquence intéressante, c'est que on a commencé à parler de transport public partout, et notamment au niveau politique, et je pense que ça, c'est une très bonne chose. Et le troisième exemple, voilà, le dernier, c'est une agglomération de taille beaucoup plus réduite, c'est Tallinn, et pour ceux qui s'intéressent à la gratuité des transports, je pense que vous connaissez tous cet exemple, qui a mis en place la gratuité depuis 2013. Et gratuité uniquement pour les résidents, pas pour les visiteurs, uniquement pour les résidents. Donc il y a eu un référendum et c'est comme ça que ça a été décidé. Donc là, l'objectif était clair, c'était réduire les déplacements automobiles et il y avait un objectif social, c'est vraiment améliorer l'accessibilité aux populations à revenus modérés. Donc les mesures d'accompagnement qui ont été mises en place, parce que c'est très important. Avant la mise en place de la gratuité, on a augmenté le nombre de réseaux, de couloirs réservés, la longueur des couloirs réservés aux bus. On a augmenté les tarifs de stationnement à 6 € par heure. On a obligé aussi, parce que comme cette gratuité n'est offerte qu'aux résidents, on a obligé les résidents à aller s'enregistrer auprès de la mairie. Et donc, sachant que chaque résident doit payer, désolé, je ne sais pas si c'est chaque résident ou peut-être chaque famille, doit payer 1 000 € par an de taxes municipales. Donc, ce revenu supplémentaire a permis de contribuer au financement de la mesure. Alors, au bout d'un an, le résultat était spectaculaire parce que l'augmentation d'utilisation des transports publics a été de 7%. La part de marché de la voiture a baissé de 5%. Mais celle de la marche a diminué de 40% aussi. Donc, c'était surtout beaucoup de gens qui utilisaient le transport alors qu'ils marchaient avant. Et si on regarde après 9 ans, donc ça a été mis en place en 2013, la part de marché des déplacements en voiture est passée de 42% à 48%. Et donc maintenant, Tallinn remet en question complètement la gratuité du transport public. Voilà, on pourra revenir peut-être après sur quelques leçons de ces expérimentations. Merci. Merci Mohamed pour ces éléments très, très intéressants. C'est difficile de faire des hiérarchies, mais si on se concentre sur le report modal, puisque c'est un peu l'indicateur qui prédomine dans les grandes métropoles pour des raisons écologiques, entre la quantité d'offres, la qualité de service, la tarification, et puis auquel on peut ajouter le coût du stationnement, vous recommanderiez à une grande métropole, par exemple l'Île-de-France, d'adopter quelle hiérarchie dans ces efforts, si c'était possible d'en faire une? C'est intéressant parce que quand on demande aux automobilistes pourquoi ils n'utilisent pas les transports publics, ils diront parce qu'il n'y en a pas assez, parce qu'ils ne sont pas ponctuels, voilà, ils ne sont pas fiables. Et je pense que c'est là qu'on doit mettre le paquet. La tarification, bien sûr, c'est un outil qui va aider. Une tarification simple va rendre le système plus attractif. Mais si on a une gratuité et que de l'autre côté, il n'y a pas de transport public, ça ne sert à rien. Donc pour vous, l'ordre des facteurs est primordial. Merci beaucoup. On reviendra tout à l'heure dans le débat. Anne Hidalgo, pour le coup, la ville de Paris a une offre très importante. Alors de temps en temps, il y a des perturbations. On l'a vu pendant les mois qui ont précédé avec la difficulté de sortir de l'époque Covid du point de vue de l'offre. Vous, quelle analyse vous portez sur ce levier de la tarification et de manière générale sur les moyens pour aboutir à plus de transports collectifs pour les bénéfices écologiques?
Merci, d'abord merci, chère Valérie Pécresse, d'organiser ce débat. Je crois que c'était nécessaire, salutaire, indispensable. Merci, monsieur le préfet de région, d'y participer aussi. Ce qui vient d'être dit, c'est assez simple. Maintenant, il y a une évidence. Nos grandes métropoles doivent s'appuyer et développer une offre de transport public qui doit être au rendez-vous, parce qu'il y a plusieurs rendez-vous. Il y a celui du climat, de l'écologie, de la pollution, et il n'y a pas d'autre façon d'avoir de la mobilité, donc une activité économique intense, forte, puissante dans une métropole, quelle qu'elle soit, s'il n'y a pas une offre de transport public. L'autre élément, c'est qu'il faut évidemment permettre la liberté dans les déplacements, et la liberté, ça passe par sortir de la dépendance à la voiture individuelle polluante, qui n'est pas la solution, qui ne peut plus être la solution. C'est vraiment merci pour les indications internationales et européennes. Il n'y a pas une métropole au monde, mais pas une métropole au monde puissante qui se développe et qui attire et qui est créative, qui mise essentiellement sur la voiture et le réseau autoroutier. Toutes les métropoles, et celles qui sont très très en retard par rapport aux offres de transport, je pense aux grandes métropoles d'Amérique latine, développent comme elles le peuvent des services de bus, des services qui sont en surface, parce que c'est plus rapide que de construire des métros. Donc, il n'y a pas d'autre choix que d'avoir une offre de transport public forte, puissante, si on veut répondre aux défis du climat, aux défis économiques et bien sûr aux défis sociaux. Parce que l'autre élément très important, c'est une évidence aussi, le modèle économique des transports publics ne peut pas aboutir à un tarif au prix coûtant pour l'usager. Ça, c'est juste pas possible. Donc, ça veut dire que si on veut résoudre cette équation d'une offre de transport au rendez-vous, d'une économie au rendez-vous, du rendez-vous assumé pour les générations futures et pour aujourd'hui en matière climatique et de pollution, il faut subventionner. C'est la clé. Donc, on peut se cacher derrière son petit doigt, se dire « oh là là, l'argent public, etc. etc. » Non, il faut subventionner. Il n'y a pas un service public qui peut s'équilibrer dans son modèle économique et être viable sans subvention. Après, quel est le montant et qui doit payer? Voilà, ça c'est la grande question. Très clairement, et ce qu'a dit tout à l'heure Jean-Paul, je le partage, quand en 2004 et 2010, la question du pass Navigo à tarif unique est venue en débat, c'était compliqué pour la Parisienne que j'étais, parce que ça veut dire augmenter d'abord la tarification pour les Parisiens. Bon, et en même temps, j'étais un peu, bien sûr, non pas réticente, mais quand même, je discutais des conditions pour les Parisiens. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je constate? Heureusement qu'on a fait ça. D'abord, oui, ça donne une identité et un partage d'un bien commun à l'Île-de-France qui est cette capacité à avoir un tarif unique. Et deuxièmement, pour les Parisiens, ça a été quand même très positif dans la mesure où peut-être plus sur le week-end et sur les congés, ils ont pu aussi aller découvrir cette très très belle région Île-de-France. Donc c'est quelque chose de très positif qui a été fait là. Idem sur la gratuité. Bien sûr, là aussi, sur la gratuité, tout le monde dit « oui, mais ça n'existe pas, il y a bien quelqu'un qui paye ». Oui, il y a quelqu'un qui paye. Et c'est du côté d'abord des pouvoirs publics que je regarde, parce que c'est eux qui sont là, État, collectivités, aux différents échelons, pour assurer justement l'égalité, la justice sociale, permettant à ceux qui gagnent le moins, qui ont le moins, de pouvoir bénéficier d'un service performant. Par exemple, sur une ville comme Paris, nous avons ouvert des gratuités depuis 2018. Alors, bien sûr, il existe le remboursement du pass Navigo pour les salariés. Donc, on s'est dit, on ne va pas toucher cette population qui est déjà concernée par une aide conséquente sur son prix de billets, en tous les cas de pass Navigo. Mais on va s'intéresser aux autres. Les seniors de plus de 65 ans sous conditions de ressources. À Paris, c'est aujourd'hui 120 000 seniors qui font l'objet de cette gratuité. Les enfants, les jeunes
de 0 à 18 ans, avec un remboursement que nous opérons sur 80 000 personnes. Et aussi, bien sûr, sur les personnes qui sont en situation de handicap. Pour une ville comme Paris, c'est 85 millions d'euros par an que nous avons décidé, parce que c'est un choix politique, de mettre pour conforter cette population dans sa capacité à bouger, à être dans la mobilité, à être insérée dans la vie économique, sociale, culturelle de notre ville. Donc oui, il faut faire des choix de cette nature-là. Aujourd'hui, très clairement, je le dis, et Monsieur le Préfet le sait, puisque j'ai eu l'occasion de le lui dire assez régulièrement, ainsi qu'aux différents ministres des deux derniers gouvernements, je regrette qu'on n'ait pas, par exemple, choisi de prendre le plan de relance européen post-Covid pour mettre le paquet, mais vraiment un paquet. Ah oui, vous allez me dire, ah mais regardez tout ce qu'on a fait pour la SNCF, etc. Peut-être, mais enfin, le paquet sur notamment, pas simplement la région Île-de-France, mais quand même sur la région Île-de-France pour accompagner cette transition écologique et qui passe évidemment par les transports et qui était attendue de tous et toutes. Voilà, de tous et toutes. Ça n'a pas été le cas, c'est une occasion ratée. On peut se rattraper, hein, parce que reconnaissant les choses qu'on n'a pas bien fait à un moment donné, on peut toujours se rattraper. La deuxième chose, et au-delà de l'investissement, sur la tarification, évidemment qu'il faut aller vers une prise en charge plus importante du coût du transport. L'augmentation qui a été faite et les départements, Paris verse 600 millions d'euros par an, hein, quand même au budget d'IDFM. Et cette dernière augmentation a été largement prise en charge aussi par notamment le département de Paris. Mais il faut trouver d'autres sources de financement. Moi, je pense, et je le dis aux entreprises, ne restez pas recroquevillés comme ça. Vous n'allez pas y arriver. Hein. Vous savez, si les gens n'arrivent pas à se déplacer, n'ont plus envie de se déplacer ou se déplacent dans des mauvaises conditions, ça ne va pas le faire. Hein. Vos entreprises qui, pour beaucoup d'entre elles, ont du mal à recruter, elles ne vont pas résoudre leurs problèmes. Hein. Et il faut regarder de l'avant. On a devant nous des défis, des enjeux majeurs. Donc il faut accepter une augmentation du versement mobilité, parce que ça doit être réparti. Et on peut pas, moi je ne peux pas accepter que ici, dans notre pays et dans notre région, on nous explique à longueur de journée que tout le monde peut être taxé et que finalement, on va continuer à ne pas considérer que les entreprises ont aussi un rôle à jouer. Bien sûr, de façon équilibrée. Bien sûr, de façon équilibrée. Il ne s'agit pas de les pénaliser, mais il s'agit de voir, y compris ce que l'on va pouvoir faire en termes de ou de gratuité ou de diminution du coût unitaire pour l'usager, comme un investissement aussi dans cet écosystème qui est quand même particulièrement performant. Je le dis aussi parce que c'est une piste sur laquelle, franchement, ouvrons les yeux. On est une ville et une région extrêmement visitée. On va accueillir les Jeux olympiques et paralympiques. Le tourisme est déjà au rendez-vous. De cet été, après post-Covid, j'ai même cru comprendre que l'hôtellerie avait augmenté ses tarifs de 42% en 2022. Et on vient nous expliquer que si jamais on faisait une petite augmentation, on mettait un pourcentage des nuitées d'hôtel pour venir financer quoi? Des services publics et notamment les transports, ça s'effondrerait. Que le tourisme s'effondrerait à Paris et en Île-de-France. Mais de qui on se moque là? Donc je le dis très clairement, il faut aller chercher aussi de ce côté-là. Et puis, il y a par exemple un exemple à Barcelone qui est assez intéressant, où ils ont inventé, ça on devrait pouvoir être relativement d'accord, ils ont inventé une taxe dite Amazon pour tout ce qui est justement, voilà, c'est... je ne sais pas comment les appeler. Hein. Moi, je dis souvent, quand on m'explique que c'est vachement bien, c'est vrai, ça rend des services. Mais enfin, à Paris, qui est une ville où on a beaucoup de commerces de proximité, cher Dominique, je préfère voir des boutiques et des commerces plutôt que des camions de livraison. D'accord ? Et je pense qu'une taxe dite Amazon, comme ce qui existe à Barcelone, peut être aussi une façon de venir ajouter, parce qu'il nous faut chercher des moyens supplémentaires.
Il nous faut chercher des moyens supplémentaires parce que ce n'est pas vrai qu'on y arrivera uniquement avec les éléments de l'équation tels qu'ils existent aujourd'hui. Ce n'est pas un système malthusien qui va nous permettre de sortir du sujet et de sortir par le haut, parce qu'il faut faire plus de transport public si nous voulons effectivement baisser la pollution, baisser les émissions de gaz à effet de serre et continuer à donner de la qualité dans les transports et évidemment des perspectives économiques, culturelles à une région comme la nôtre. Donc je crois que les solutions sont sur la table, mais sauf qu'il y a beaucoup d'idéologie. Il y a beaucoup d'idéologie. Quand on nous dit c'est interdit de poser la question de ce que des entreprises ou le secteur économique pourrait apporter pour contribuer, désolé, à ce stade, c'est de l'idéologie. Donc sortons de l'idéologie, posons, comme par exemple ce type de réunion nous permet de le faire aujourd'hui, les éléments de l'équation. Ils doivent être équilibrés. Il ne s'agit pas de faire peser tous les coûts sur les entreprises ou tous les coûts sur l'usager ou tous les coûts sur les pouvoirs publics, mais il s'agit de mieux répartir l'effort parce qu'une chose est sûre, moi je crois vraiment au transport public. Et puis je termine parce que je me suis exprimée en ce sens, je le dis, le rendez-vous des Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est un moment majeur. La privatisation des lignes de bus de la RATP n'est pas compatible avec le calendrier des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc il faut détendre tout ça. Il faut détendre tout ça, écouter les différentes voix qui s'expriment, poser les éléments d'une équation dans laquelle on doit se dire qu'est-ce qu'il faut faire pour notre pays. Oui, développer les transports publics, il n'y a pas d'autre solution. Et ça résout plein de problèmes. Et donc, ça veut dire mettre les moyens, ça veut dire de la détermination politique. Et je suis sûre qu'au-delà des différences politiques qui s'expriment légitimement, et la démocratie, c'est beau, y compris quand il y a de la contradiction, c'est ça qui est beau d'ailleurs, je pense qu'on doit pouvoir trouver un chemin. Et on a des beaux sujets devant nous qui montrent que jusqu'à présent, les choix qui sont faits ici, mais aussi dans d'autres grandes métropoles, se font plutôt en soutien du service public. Et donc, ça veut dire du financement public et de la contribution des entreprises. Merci. Merci beaucoup, Anne Hidalgo, pour tous ces éléments. Deux petites questions. La première, vous avez rappelé vos tarifications sociales à Paris pour les seniors, pour les jeunes, etc. Sur le tarif Pass Navigo complet, quelles seraient vos préconisations ou quelle acceptabilité vous fixeriez pour l'offre? Est-ce que c'est indexé sur l'inflation? Est-ce que c'est au-delà? Quelle est votre position? Non, moi je pense qu'il faut prendre les exemples, ce qui a été dit sur l'Allemagne. On n'a pas cité l'Espagne, hein, mais ils sont en train aussi d'expérimenter une gratuité des transports régionaux. Non, là on a atteint le niveau auquel qu'on peut difficilement dépasser. On est déjà au-delà de la limite là. Hein. Déjà au-delà de la limite par rapport à la question du pouvoir d'achat des ménages et à l'arbitrage qui doit être fait entre les différentes possibilités de mobilité qui sont offertes à nos concitoyens. Le Luxembourg aussi a fait une gratuité des transports. Bon, on ne va pas comparer au Luxembourg, mais disons que la réflexion sur ou la gratuité pour certaines populations ou le fait d'avoir un tarif unique qui permette, le tarif unique existe déjà sur la région, mais à un coût inférieur, de faire un arbitrage a fortiori avec des prix de l'essence et des carburants qui sont élevés et qui vont connaître un certain nombre de variations. Moi, je pense qu'on ne peut pas aller au-delà et en tous les cas, il faut jouer sur le prix pour le faire baisser et faire baisser avec un tarif unique qui soit bien inférieur à ce que nous connaissons aujourd'hui. Vous avez rappelé votre opposition à l'allotissement des réseaux de bus de la RATP. Vous avez écrit une lettre à la Première ministre en décembre. Vous avez évoqué il y a quelques instants la privatisation des réseaux de bus. Pour vous, une délégation de service public, c'est une privatisation du réseau de bus? Écoutez, c'est quand même un peu ridicule, non? On va mettre en concurrence la RATP avec une filiale de la Caisse des dépôts, de la SNCF. Enfin, à quoi on joue, quoi? À quoi on joue, si ce n'est à dégrader l'offre, parce que évidemment chacun va vouloir montrer qu'il fait mieux avec moins, c'est-à-dire moins avec moins. Donc là aussi, posons les choses telles qu'elles sont, c'est
c'est pas sérieux. Donc, je suis pour non pas un statu quo dans le service, mais voilà, qu'on arrête d'entraîner des grandes maisons que j'apprécie beaucoup et pour lesquelles j'ai un immense respect. On travaille très très bien avec elles. Arrêtons de les mettre dans des situations comme celle-là. Ça n'a pas de sens. Donc, et sortons par le haut. L'objectif, c'est pas... vous savez, moi j'ai vu dans les appels d'offres et autres, et on a eu quand même quelques expériences malheureuses, y compris à Paris, dans des DSP. Ça n'existe pas, le truc où on vous dit ça va vous coûter moins cher, ça va même être rentable, et en fait, ça sera quand même un service public universel. Ça n'existe pas. Je ne vais pas citer les exemples ici, mais enfin, j'ai 2 exemples un peu douloureux en mémoire où tout ça ne fonctionne pas. Donc, disons les choses telles qu'elles sont. Merci. Avant de donner, vous vouliez réagir juste un mot, Jean-Paul Huchon ? Juste sur ce point-là, je partage assez le souci de maintenir les professionnels en place pour faire le travail qu'ils ont été conduits à faire. C'est-à-dire, la RATP, il ne faut pas décourager. Si on décourage les salariés de la RATP, les directions, les cadres, et si on leur donne l'impression qu'on va les remplacer comme ça au petit bonheur, ça n'ira pas. C'est très important. La SNCF aussi, il faut la ménager. On a là quand même des outils assez extraordinaires, il faut les ménager. Et ce n'est pas la peine de rajouter un problème à des problèmes qui existent déjà. Voilà, je voulais juste dire ça. Je suis sûr que ça ne suscitera pas l'approbation de tout le monde, mais il faut faire très attention quand on dirige un système ou une collectivité aux femmes et aux hommes qui en sont les acteurs. Merci à tous les deux. Arnaud Bertrand, vous présidez une association qui ne se cache pas. Elle s'appelle l'association Plus de Trains. Donc c'est très clair. On a envie de vous entendre sur votre approche de cette question. Comment faire venir plus de monde dans le transport collectif ? Avec quel levier ? Vous avez quelques instants. Merci. Écoutez, oui, on a choisi de s'appeler Plus de Trains. On n'a pas choisi de s'appeler Moins d'argent ou des tarifs moins chers. Pourquoi ? Parce que nous, en tant qu'association d'usagers, ce qu'on entend de tous les gens qui prennent le train, qui prennent le métro, c'est la qualité de service. C'est ça qui est essentiel. Vous l'avez rappelé en disant que dans les études, souvent, c'est ce qui ressortait. On veut quoi ? On veut de la fréquence, on veut de la fiabilité, on veut des temps de trajet qui soient maîtrisés. Et on sait très bien qu'il y a des aléas. On ne peut pas empêcher qu'il y ait parfois une panne technique, tant qu'elle n'est pas excessive, ou un incident voyageur grave, qui fasse que ce soit compliqué. Mais il faut vraiment que la priorité soit à la qualité de service. Et dans ce cadre-là, et c'est pour ça que c'est très bien qu'on ait cette journée, le financement doit dépendre de ça. Ça doit pas, donc d'abord une offre qui soit complète pour les franciliens, et ensuite le financement s'adapte à ce besoin. Et donc, là, on l'a vu, il y a un besoin d'en faire plus. Dans ce cadre-là, nous, ça ne nous choque pas en tant qu'association d'usagers que les tarifs continuent à augmenter. Alors vous allez me dire de combien et de combien exactement. Bon, c'est une question compliquée, notamment parce que la récente hausse, elle a été beaucoup trop forte et elle a été dans un contexte où c'était difficile comme jamais ces 10 dernières années. Donc évidemment, les gens ne la comprennent vraiment pas. Mais dans un cadre dans lequel on est vraiment un engagement, j'ai envie de vous dire, c'est comme dans la classe, la cour de récré, quand les enfants se disent promis juré, non mais vraiment quelque chose de clair sur lequel tous les acteurs peuvent se dire c'est solide. On peut tout à fait envisager que ça augmente comme l'inflation, voire même dans les années qui viennent, peut-être 1 euro au-delà de l'inflation sur le pass Navigo, parce que chacun ferait des efforts. Les entreprises, d'autres ressources seraient trouvées. Nous, à la fin, si ça permet de dire aux usagers, oui, vous allez avoir des lignes de tramway qui vont bien fonctionner, des lignes de Transilien qui seront remises en état, des nouvelles lignes, c'est quelque chose qui peut s'entendre. Et encore une fois, la priorité première, c'est de diminuer le stress et l'aléa quand on doit faire des trajets, notamment contraints. On est et on préfère que ces hausses soient régulières, limite calées, dans le temps, sur 10 ans probablement, plutôt qu'avec des à-coups. Dans ce cadre-là, nous, on est extrêmement attachés au pass unique. Pourquoi on y est attaché ? Pas pour une question d'égalité. Voilà, on y est attaché parce que la qualité du trajet entre un Parisien et un Francilien, c'est pas la même. Et il ne s'agit pas d'aller dire gna gna, mais un Parisien, souvent, il va prendre un ou deux métros. S'il y a un aléa, ce qui arrive,
il va voir sur son application qu'en marchant 10 minutes, il peut récupérer une autre ligne de métro, et il est assez rare qu'il perde plus de 20 minutes sur son trajet. Un habitant de Grande Couronne qui doit se déplacer, je prends l'exemple de quelqu'un par exemple qui habite aux Ulysses, il doit prendre un bus pour aller à Massy, il y a des aléas possibles dessus, ensuite un RER pour aller dans Paris, puis un métro. Il faut que les 3 lignes fonctionnent correctement. Là où celui qui a un réseau beaucoup plus maillé peut, s'il y a un aléa sur une ligne, reposer sur une autre. Donc c'est absolument pas le même vécu, la même expérience. Et de notre point de vue, ça justifie vraiment de conserver le fait que, oui, certains ont des trajets qui utilisent plus de kilomètres, qui coûtent certainement plus cher si vous avez une analyse fine, mais qui ont des aléas qui sont beaucoup plus lourds. Et deuxième avantage du pass unique, c'est simple, et ça ne vaut pas rien. Dans une logique de compréhension des tarifs, il y a quand même beaucoup de gens qui arrivent en Ile-de-France chaque année, etc. Ça a le mérite de la simplicité. Dans ce cadre-là, sur les billets, les tickets, il y a encore une jungle tarifaire, alors qui a été réduite grâce au bouclier, mais vous avez des gens qui habitent en banlieue qui vous disent pour leurs enfants, ils ont une palette de tickets. J'habite au Valais, j'ai le ticket pour Saint-Lazare, j'ai le ticket pour la Défense, j'ai le ticket pour Bécon, pour l'activité sportive de mon gamin, etc. Alors, ça va se mettre sur des passes dans les années, mais il y aura toujours ce plein de tarifs. Nous, on pense qu'on peut aller vers une simplification. Peut-être qu'il y a 3 tarifs à la fin. Peut-être qu'il y a un tarif de bus, comme à Londres, qui est un peu moins cher que le tarif du métro. Peut-être qu'il y a un tarif pour voyager dans la métropole du Grand Paris. Je ne sais pas, il est à 2 €, 2,50 € à voir. Et peut-être qu'il y a un tarif qui permet d'aller n'importe où en Ile-de-France, à 5 € comme c'est prévu. Mais que ce soit beaucoup plus simple et lisible. Il y a plusieurs publics. Il y a les touristes, effectivement, ils peuvent payer plus. Il y a les occasionnels. Il y a ceux qui sont des habitués, mais qui ont fait le choix du transport parce que c'est juste mieux que la voiture ou le scooter. Il y a plein de gens qui font ça quand même, il faut le dire. Et puis, il y a ceux qui subissent. Il y a ceux qui habitent en Ile-de-France de façon subie. Il y a ceux qui ont des fins de mois qui sont difficiles. Et là-dessus, on pense qu'il y a des choses à faire. Alors, il y a plein de choses qui existent. J'ai regardé notamment un rapport du CEREMA qui est intéressant, qui explique, et c'est vrai, qu'il y a une tarification sociale qui existe pour les pauvres notamment, pour ceux qui ont des difficultés, où il y a des abonnements qui sont très réduits, et c'est sans doute quelque chose de vraiment bien pour ces publics. En revanche, et c'est quelque chose que, à Plus de Train, on discute souvent avec l'association Cédure, il y a quelque chose qui n'existe pas encore et qui peut-être pourrait permettre de faire passer la pilule d'augmentation un peu franche, c'est la tarification solidaire. Dans des villes comme Lorient ou comme Strasbourg, votre abonnement mensuel ou annuel va dépendre du quotient familial, un peu comme la cantine scolaire payée par les enfants dépend de votre quotient familial. On pense que dans une logique dans laquelle on serait obligé d'avoir une hausse, peut-être de 3 € par an de l'abonnement, il ne serait pas illogique que pour une catégorie, celle qui a les revenus, peut-être les 30% de revenus les plus faibles de ceux qui payent le pass Navigo, il y ait un tarif annuel qui soit stable. Là où certains auraient une augmentation parce qu'ils peuvent se le permettre, ceux qui habitent souvent loin, qui ont des trajets contraints, auraient une stabilité, et dans 10 ans, ça fera probablement 25 ou 30% d'écart. Second point, et je fais rapide, la question écologique, il y a quelque chose qui manque, et on le voit sur les gens de Grande Couronne, c'est que les trajets occasionnels en groupe, notamment en famille, ils sont chers. Et la voiture est plus compétitive là-dessus. Évidemment, on peut être à 5 dans une voiture, on ne paye qu'une seule fois l'essence. Donc, il y a des exemples comme Francfort qui sont bons, dans lesquels vous pouvez prendre à 5 les transports publics en payant le tarif de 2. C'est des choses qui nous semblent pas illogiques si on veut inciter les gens, le week-end notamment, ou pour des trajets occasionnels, à prendre les transports. Bon, ensuite, il faut qu'on trouve des revenus ailleurs. Je me tourne vers les représentants d'entreprises, notamment, mais pas que. Ça ne nous choque pas, nous, que l'entreprise paye un peu plus. Et l'exemple de Lyon est bon. Peut-être qu'il faut le faire en étant plus précis sur les zones de ceux qui ont vraiment de très bons accès au transport. Il faut aussi voir que dans le coût de ces transports qui sont chers, il y a la question de l'implantation des bureaux qui joue. Quand Total choisit de faire un nouveau siège à la Défense, qu'il y a plusieurs projets possibles, un où le RERE pourrait amener beaucoup de monde puisqu'il va être construit, et qui choisissent de construire une tour à Esplanade de la Défense, qui est déjà une station de métro saturée, évidemment, ça a un coût pour la société. Quand Engie, et c'est très bien qu'ils aient des emplois qui s'investissent, etc., mais fait un énorme hub à la Garenne-Colombes où c'est le T2 qui est déjà plein, qui amène du monde, oui, c'est un coût parce que derrière, il faut trouver de nouvelles infrastructures, etc. Donc, il y a probablement quelque chose de fin à faire sur les entreprises qui ont vraiment un bon accès au transport ou qui nécessitent beaucoup de transport pour qu'eux payent le plus. Ça peut être Paris, Petite Couronne, Hauts-de-Seine, mais ça peut aussi être peut-être plus précis, comme le proposait la personne responsable des transports à Lyon.
On doit aussi, on pense, trouver d'autres financeurs. Ça ne nous choquerait pas qu'il y ait probablement, aujourd'hui, moi, sur ma taxe foncière, j'ai une petite part qui est pour la Société du Grand Paris. Moi, j'ai fait le choix d'habiter une ville de petite couronne dans laquelle j'ai la chance d'avoir une ligne de Transilien à 10 minutes, une ligne de métro à un quart d'heure. Je l'ai fait ce choix parce que je sais que j'ai une fiabilité. Si une de mes lignes de train est plantée, le métro pourra faire face, etc. On pourrait envisager que ceux qui ont des logements qui sont vraiment bien desservis payent une quote-part plus importante que ceux qui sont en bout de ligne, là où la qualité de service est beaucoup plus complexe. Ça ne nous choque pas dans une logique dans laquelle tout le monde ferait une part de l'effort pour trouver l'argent qui manque. Enfin, on pourrait envisager d'autres idées. Il y a l'idée de la vignette automobile. Alors, elle fait un peu comme en Suisse, elle fait peur, mais on pourrait aussi envisager que cette vignette payée par ceux qui utilisent la voiture dans la métropole, les 50 € par exemple par an qu'ils paieraient, ce soit un crédit pour utiliser les transports, pour créer un moyen de faire que ceux qui prennent peu les transports aient une incitation pour les utiliser, une sorte de crédit où vous le dépenseriez sur un pass de transport. Bon, en tout cas, il faut, et c'est pour ça que cette journée est bien, il faut qu'il y ait vraiment ce débat. On ne peut pas sortir de cette discussion avec des usagers qui déjà vivent des conditions très difficiles de transport et qui porteraient l'essentiel de la hausse des tarifs ou toute la hausse des tarifs, comme ça a été le cas cette année. Vous l'avez bien dit, Madame Pécresse, les usagers ont payé 3 fois plus de hausse que les entreprises cette année. Ça n'est pas acceptable, ça risque juste de faire que les gens se détournent des transports publics, se détournent de l'Île-de-France. Je pense que ce n'est vraiment pas l'objectif d'intérêt commun. Merci beaucoup pour cette liste très impressionnante d'idées. Vous allez vous rebaptiser l'association Plus de propositions, parce qu'il y en a beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais donner la parole maintenant à François Durovray, qui est président du département de l'Essonne, qui est un département avec une multiplicité de territoires, d'accès à la ville-centre, mais aussi d'interaction avec les autres territoires. On a envie de vous entendre sur toutes ces questions, François Durovray. Oui, bonjour à tous. D'abord, je voudrais saluer et la présence de Monsieur le Préfet et l'initiative de Valérie Pécresse qui nous permet aujourd'hui d'échanger, quelles que soient nos sensibilités politiques et quels que soient nos territoires, sur quelque chose que nous avons en commun et sur un territoire qui est celui d'une métropole régionale, parce que je me sens évidemment essonien, mais je me sens également francilien, parisien lorsque je vais à Paris, et que nous devons, face aux difficultés et aux enjeux, trouver des solutions en commun. Évidemment, j'ai un point de vue qui peut être différent de celui de la maire de Paris dans l'expression. Je ne suis pas maire de Paris, je ne souhaite pas le devenir. Mais parce que sur Paris, il y a une offre de transport qui est évidemment très différente de celle de la Grande Couronne. Et je voudrais, avant même de parler des questions de recettes, où je pourrais très simplement dire que je suis d'accord avec toutes les propositions qui ont été faites par M. Bertrand au titre de Plus de Train et toutes les propositions qui sont faites par les élus, parce que nous devons avoir le courage de trouver des recettes supplémentaires et peut-être même davantage de recettes que ce qui a été évoqué ce matin. Moi, le sujet, c'est celui de l'offre. On dit aujourd'hui qu'il faut, d'ici la fin de la décennie, de trouver 1,5 milliard d'euros supplémentaires pour IDFM. Ce 1,5 milliard d'euros, il correspond à quoi? Il correspond au fonctionnement du Grand Paris Express et il correspond à l'ouverture des lignes dont on connaît la maturité et l'existence. Éole, les tramways, etc. Concrètement, si on s'en tient à cette augmentation d'offres, on ne résoudra pas la question de la Grande Couronne et des 45% de franciliens qui y vivent. On ne le résoudra pas parce qu'aujourd'hui, dans les schémas, nous sommes sur une offre bus qui va en augmentant, évidemment, mais qui me semble insuffisante par rapport aux besoins de ces territoires. Il y a un enjeu démocratique, parce qu'aujourd'hui, les habitants de Grande Couronne payent au même titre que les habitants de Paris les transports publics. Nous payons la taxe spéciale d'équipement, nous payons le pass Navigo, et nous payons en plus la voiture, parce que nous sommes contraints d'avoir des voitures, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on est dans la zone dense. Plus de 2/3 des Parisiens n'ont pas de véhicule, et n'ont donc comme seule dépense de mobilité le prix du pass Navigo. C'est un sujet également de nature démocratique, parce que nous allons avoir dans quelques années, et je pense qu'on doit y arriver ensemble, nous allons avoir l'enjeu de réduction des émissions de gaz à effet de serre et les ZFE qui vont
apparaître comme une nouvelle barrière pour les habitants de Grande Couronne si on n'accompagne pas cette ZFE d'offres de transport permettant aux habitants de Grande Couronne d'abandonner la voiture. Il ne faudrait surtout pas que la bonne nouvelle du GPE et la ZFE soient mal vécues par les habitants de Grande Couronne. C'est la raison pour laquelle, pour moi, la question essentielle, c'est celle de l'offre. Et c'est une question essentielle d'un point de vue démocratique, évidemment d'un point de vue écologique. Les déplacements entre la Grande Couronne et Paris génèrent 25 fois plus de gaz à effet de serre que les déplacements à l'intérieur de Paris. Et c'est un enjeu évidemment social, puisqu'aujourd'hui, les dépenses de mobilité pour les habitants de Grande Couronne, je l'évoquais tout à l'heure, ne se comprennent pas uniquement sur le pass Navigo, mais sur la totalité des dépenses, et notamment l'automobile. Je voudrais juste vous raconter une anecdote qui est toute fraîche. J'ai inauguré il y a quelques jours un EHPAD à Villebon-sur-Yvette. Il y avait 3 salariés d'entretien de cet EHPAD qui habitent l'INA. Pour ceux qui ont du mal à situer, c'est au croisement entre Montlhéry, voilà, c'est Montlhéry, entre la Francilienne et la Nationale 20. Elle me disait, du lundi au vendredi, on y va en bus. Et merci, on a un bus juste à côté de l'EHPAD. Mais 3 jours par mois, le samedi, on doit travailler le samedi ou le dimanche. Il n'y a pas d'offre bus. C'est 180 €, 180 € en plus du pass Navigo qu'on doit payer pour aller travailler le samedi ou le dimanche. Le meilleur gain de pouvoir d'achat qu'on puisse faire pour ces salariés, c'est d'offrir une offre de transport public qui aujourd'hui n'existe pas. Et je suis convaincu que sur ces enjeux-là, on doit être capable de se retrouver, quelles que soient nos sensibilités, quels que soient les territoires auxquels nous appartenons. Il faut vraiment que nous développions l'offre bus et que nous ayons une stratégie. Elle existe déjà, mais elle mérite à mon sens d'être affinée. Et Valérie Pécresse m'a confié notamment cette mission sur les cars express en Grande Couronne, parce que très clairement, on ne va pas avoir des modes lourds en Grande Couronne. Il faut qu'on développe une offre routière. Et il y a un bel enjeu de décarbonation également de la mobilité, parce que quand quelqu'un abandonne une voiture et va dans un car, eh ben on divise le nombre, les gaz à effet de serre de façon, par un multiple de 10, de 20. Et donc, il y a un potentiel énorme de réduction des gaz à effet de serre, mais il faut qu'on ait cette capacité collective à se projeter et à faire cette offre supplémentaire. Donc une fois qu'on a posé cela, moi je suis tout à fait prêt à examiner toutes les solutions de financement. Évidemment, la question des entreprises qui a été abordée, et je voudrais à cet égard, de la même manière que je dis à Anne Hidalgo, la tarification sociale c'est bien, mais ça concerne ceux qui ont la chance d'avoir des transports publics. Nous aussi, on fait des tarifications sociales sur le pass Navigo, sauf que ça ne marche que pour ceux qui ont la chance d'avoir ce réseau de transport public. Je dis de la même façon aux entreprises que avoir une logique qui concernerait uniquement la majoration du financement par l'entreprise du pass Navigo n'améliorera en rien la situation de ceux qui n'ont pas ces transports publics. Ça améliorera la situation des salariés qui viennent déjà en RER ou en métro, mais ça n'apportera pas de solution alternative à ceux qui n'ont pas cette chance-là. Donc il faut que nous ayons un effort de la part des acteurs économiques, de la même manière que nous devons trouver d'autres ressources, et elles sont nombreuses. Je ne vais pas plagier ce qui a été dit tout à l'heure. Je partage notamment l'idée que nous pouvons, et peut-être préciser sur un point, on paye la taxe spéciale d'équipement aujourd'hui sur la Cité du Grand Paris. On pourrait parfaitement avoir une majoration de cette taxe d'équipement pour financer le réseau nécessaire à la Grande Couronne, puisque nous avons, je parle sous le contrôle de monsieur le préfet, nous avons des besoins financiers monstrueux pour adapter la route et massifier l'usage de la route sur le réseau routier national qui appartient à l'État, sur les réseaux routiers départementaux. On sait très bien que les maîtres d'ouvrage aujourd'hui n'ont pas cette capacité financière à porter l'évolution de la route, à créer des voies, à créer des gares autoroutières. Et il faut qu'on trouve des leviers financiers pour adapter la route dans les années qui viennent et faire en sorte de pouvoir mettre des transports publics là où aujourd'hui il y a des voitures. Merci beaucoup François Durovray pour ce plaidoyer pour la Grande Couronne. Une question, et vraiment une réponse en 2 mots avant de prendre les questions de la salle, sur la tarification usagée. J'ai cru comprendre que vous envisagiez une modulation de la tarification selon l'intensité de l'usage. Pourriez-vous nous dire un mot là-dessus ? Ça fait des pistes que je mets sur la table. J'étais, du temps de Jean-Paul Huchon, je siégeais dans sa minorité.
Et nous avions eu évidemment les débats sur le pass Navigo à tarif unique. Et Jean-Paul Huchon a rappelé tout à l'heure les conditions dans lesquelles ça avait été fait et l'accord qui avait eu lieu. Mais c'est vrai que je plaidais, pour ma part, pour un tarif un peu plus élevé, considérant que, d'ailleurs, nous avions des tarifs qui étaient beaucoup plus élevés en grande couronne. On était à 100 € sur les zones 1 à 5. Et donc, on pouvait parfaitement trouver un prix d'équilibre qui fasse que le pass Navigo à tarif unique ne sacrifie pas la question de l'offre. Maintenant, c'est fait. Et je crois que le pass tarif unique, personne ne reviendrait dessus. Maintenant, il y a des usages qui sont différents. Et de la même manière qu'il y a eu des propositions qui ont été faites sur les familles pour des usages occasionnels, on pourrait imaginer peut-être un pass Navigo de base pour les déplacements domicile-travail principalement, mais pas uniquement domicile-travail. On dit qu'il y a 40 allers-retours dans le mois ou 50 allers-retours pour satisfaire ses besoins primaires à un tarif. Et en revanche, on a des besoins supplémentaires et on accepte dans ce cas-là de payer davantage un pass Navigo qu'on pourrait qualifier de, enfin je ne sais pas quel titre on pourrait lui donner, mais qui all-inclusive, j'aime pas les anglicismes, mais d'un pass Navigo all-inclusive qui permettrait d'utiliser les transports publics pour tous les usages. Ça fait partie des pistes qui méritent d'être expertisées et ensuite qu'on puisse trancher collectivement. Merci pour cette précision. Et il est temps de prendre quelques questions. Monsieur. Bonjour à tous. Madame. Vous vous présenter. Pardon. Oui, bonjour. Monsieur Houssini, donc élu au transport et aux mobilités de la ville de Fontenay-aux-Roses et double casquette avec la RATP. Donc je rejoins ce que dit Monsieur Huchon. Voilà, j'entends depuis tout à l'heure toutes les possibilités de pouvoir taxer, etc., de trouver des fonds à droite et à gauche. Je me demande, et je pose la question du fait sur les différentes assises auxquelles j'ai assisté et participé, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi penser sur un moyen de transport qui soit aussi intermodal, à la fois prendre son ticket en partant de la maison, prendre le bus, passer sur le métro et finir les derniers kilomètres sur le vélo? Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en réalité, si j'analyse tout ce qui a été dit, en tant qu'usager, parce qu'à la base je suis aussi usager, c'est la seule chose qu'on se demande, c'est d'un point A à un point B, je veux avoir la certitude d'arriver à l'heure. Et en temps et en heure. Le point névralgique de tout ça, ça va être si j'ai une problématique sur mon itinéraire primaire, quelle alternative je vais avoir pour arriver à l'heure. Et en réalité, les personnes, le déficit que l'on a de fréquentation aussi, c'est de par l'usager qui se dit, bah, tiens, moi, sur ces différents déplacements, parce qu'il y en a beaucoup sur le mois, va m'empêcher de prendre les transports en commun et va prendre mon utilitaire, c'est-à-dire soit la moto, soit la voiture, et donc polluer, mais je suis sûr et certain à un quart d'heure, voire même moins, avec toutes les applications, pour ne pas les citer comme Oise, qui en temps et en heure me dit exactement à quelle heure je vais arriver et par où je vais arriver. Donc merci. Voilà, merci. Merci beaucoup. Mohamed Bezghani, vous avez dit tout à l'heure que l'une des solutions, c'était l'intégration des offres. Est-ce que vous avez en tête des métropoles qui ont tout, c'est-à-dire y compris le vélo, etc., sur avec une seule offre billettique, par exemple? Si je ne me trompe pas, c'est le cas à Londres, hein, avec le pass Navigo, où les vélos sont compris. Alors, il faudrait passer à l'étape d'après, avoir les trottinettes aussi comprises. Pourquoi pas le MaaS, le Mobility as a Service, c'est bien ça. C'est d'offrir avec un même outil l'accès à tous les modes de transport partagés. Et donc, ça a été fait en Finlande. Alors maintenant, ça a du plomb dans l'aile parce que bon, il faut trouver le bon modèle financier. Hein, et en Suisse. Et en Suisse, alors avec le Suisse Pass sur le train, mais ça reste transport. Vous avez raison, en Suisse, avec aussi l'autopartage, effectivement. Une autre question. Alors, monsieur, juste à côté, Arcueil, si je crois bien. Merci. Je suis plus maire d'Arcueil, je suis sénateur du Val-de-Marne maintenant. Voilà. En fait, j'ai une remarque et une question. Ma remarque, on a consacré 8 milliards à l'aide au carburant pour les automobiles. Ça s'appelle
les enjeux écologiques et sociaux. Il y a des gens pour qui cette aide était indispensable, mais on l'a fait de façon indifférenciée, y compris pour les départs en week-end, en SUV, de la même façon que pour les gens qui avaient besoin de leur voiture pour travailler. Et le gouvernement a décidé de consacrer 300 millions aux autorités organisatrices de mobilité, 200 pour l'Île-de-France. D'ailleurs, à la clôture du projet de loi de finances, j'ai défendu plusieurs amendements. J'ai défendu même tous les amendements que Mme Pécresse avait souhaités dans le débat préalable, bien que je sois un sénateur écologiste. La TVA à 5,5, la possibilité de modifier le versement mobilité, parce que c'est une exigence sociale et écologique. Donc cet investissement dans les transports collectifs, je ne comprends pas comment on peut ne pas décider de choix budgétaires plus équilibrés entre l'aide aux véhicules particuliers et puis l'aide au transport du quotidien. Et enfin, j'ai une question pour Mme Pécresse. Je ne sais pas ce qu'elle attend de la privatisation des transports collectifs en termes financiers. Donc je voudrais comprendre. Pour ma part, j'y suis opposé. J'ai aussi signé le même courrier que Mme Hidalgo. Mais je voudrais comprendre financièrement ce qu'on en attend. Moi, j'en attends sans doute pas mal de désordre dans la période qui s'ouvre, en tous les cas. Je vois les difficultés de recrutement qu'ont les organisateurs de transport. Voilà, donc je voudrais savoir, au fond, pourquoi on fait ça. Si c'est un objectif financier, à quelle hauteur il est évalué? La réponse de la présidente? Non, ce n'est pas un objectif financier. Dans toutes les villes de France, il y a ce qu'on appelle des délégations de services publics pour les lignes de transport. Les délégations de services publics pour les lignes de transport supposent la mise en concurrence de tous ceux qui veulent les exploiter. Si, pourquoi, à quoi ça sert? C'est simple, c'est quand on a un monopole qui dysfonctionne, comme ça a été le cas cet automne avec certaines lignes de la RATP, eh bien, tous les 5 ans, il y a une respiration. On peut changer d'opérateur si on n'est pas content de l'opérateur. Voilà, ça n'a rien à voir avec la privatisation, puisque évidemment les principaux opérateurs de bus, vous les connaissez, c'est Keolis, Transdev et la RATP. Ils sont donc tous les 3 publics. C'est pas une question de privatisation, c'est une question de meilleur rapport qualité-prix et de pouvoir de temps en temps faire respirer les choses en remettant en jeu les lignes pour que il n'y ait pas quelqu'un qui se dise finalement si je gère pas bien. C'est pas si grave puisqu'on ne peut pas me changer. Donc on ne peut pas me changer, donc on est obligé de me garder. Et donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne dans toutes les villes de France, à part à Paris. Voilà. Merci beaucoup. On arrive au terme de cette table. Peut-être une dernière là-bas, madame, tout au fond. Et puis après, on conclut cette séquence. Allez-y. Oui, moi, je voudrais revenir sur le caractère écologique et social des interventions du projet qui a été présenté depuis ce matin. Sur le caractère écologique, on nous a beaucoup parlé de réduction des gaz à effet de serre avec le développement des transports en commun. Mais on a aussi un peu abordé, et pourtant c'est le corollaire et on aurait dû être beaucoup plus franc sur cette question-là. Là, on a dit qu'il y aurait aussi de l'urbanisation qui accompagnerait ce développement des transports en commun et un développement de l'attractivité de l'Île-de-France, des emplois et des richesses, alors que c'est déjà largement le cas dans ce pays où l'Île-de-France concentre beaucoup des richesses du pays. Donc, il me semble quand même qu'il y a des présupposés qui ne sont pas tout à fait écologiques à ce projet de développement des transports en commun. Mais admettons que, quand même, grosso modo, il y a quand même des lignes qui sont nécessaires parce qu'elles correspondent à des besoins dans des zones qui sont très denses en Île-de-France et notamment en Petite Couronne. Mais puisque j'évoque la nécessité qu'il y ait du développement de certaines lignes, il y en a d'autres qui sont complètement contestées, et pas seulement par notre collectif par nos collectifs qui défendent les terres agricoles de Saclay et de Gonesse. Il y a des experts qui remettent en question, des experts en urbanisme et en transport qui remettent carrément en question le caractère intéressant et rentable des lignes 17 Nord et 18 Ouest, parce que ces lignes ne desserviront que très peu des territoires qui sont très peu habités, et elles ne correspondent pas du tout à des besoins de déplacement, emploi
domicile. Donc on a l'impression d'un acharnement sur la volonté de construire ces lignes-là qui sont d'aucune utilité sociale, qui sont complètement contre-productives sur le plan écologique puisqu'elles traversent des zones agricoles qui vont être détruites et par la suite probablement urbanisées pour en justifier l'existence. Donc il nous semble qu'à partir du moment où on dit depuis ce matin qu'il faut qu'on cherche désespérément de l'argent pour financer les projets, certes, il y a des besoins, certes, il faut des financements, mais nous, on pense qu'il y a de l'argent. Ces lignes 17 et 18 n'ont aucun intérêt, ni social, ni écologique, ni du point de vue des transports, ni du point de vue des habitants, qui n'en demandent pas tant. Il y a des milliards là qui gisent et qu'on pourrait utiliser à bien meilleur escient, notamment en finançant les transports, les transports existants. Merci beaucoup pour votre remarque que je prends comme telle, puisque ce n'était pas une question, et je vous en remercie. On arrive au terme de cette séquence, comme on dit. Je crois qu'on peut remercier... Anne Hidalgo, allez-y. Juste un mot, pardon, parce que je ne vais pas répondre sur les lignes en question, mais très clairement, on n'a pas parlé de logement et emploi. Et en fait, la question des transports, elle est quand même liée au fait qu'on a construit cette région avec les logements à l'est et les emplois à l'ouest et qu'il y a des grands déplacements pendulaires et que c'est ça qu'on essaye de rattraper aussi. Et forcément, ça a à voir aussi avec la vision urbaine. Voilà, moi, je pense qu'il y a aussi le sujet densité version étalement urbain ou intensité version étalement urbain, qui sont des sujets qu'on ne peut pas complètement ignorer. Et donc, dans les aménagements futurs, dans les évolutions futures, préserver les terres agricoles et en même temps donner de l'intensité là où la vie est présente et existe, plutôt que d'aller vers de l'étalement urbain. Je crois que là aussi, si on peut tirer une leçon de ce qui se passe à travers le monde en matière de désastres écologiques dans l'urbanisation, notre modèle, appuyé sur un réseau de transport existant qui est assez dense, mais qu'il faut maintenant conforter, peut être la solution justement de cette métropole durable et inclusive à laquelle je pense on aspire toutes et tous. Donc la question du logement n'est pas étrangère, parce que j'entendais tout à l'heure sur évidemment le coût pour les habitants de Grande Couronne des transports, mais je me permets de dire le coût du logement à Paris pour les habitants de Paris, c'est aussi un élément qui est en arbitrage. Donc, vous voyez, on ne peut pas simplement prendre le transport d'un côté et laisser la question du logement de l'autre. Merci beaucoup. Valérie Pécresse, un mot sur les lignes 17 et 18 ? Je ne veux pas laisser sans réponse la question de la présidente du collectif qui était dans la salle. Moi, j'ai la conviction inverse de la sienne, qui est que la ligne 17 et la ligne 18 sont des lignes qui sont à la fois socialement et écologiquement indispensables. Sur la ligne 17, c'est vrai que ça va passer à travers un territoire naturel, mais ça va desservir un bassin de 250 000 habitants, et pas n'importe quelle ville. Sarcelles, Villiers-le-Bel, Gonesse, des habitants qui n'ont absolument aucune alternative pour se rendre dans les grands bassins dans lesquels ils travaillent, c'est-à-dire à Roissy, à Saint-Denis ou à Paris, aucune alternative que la voiture. Et donc, moi, je pense que cette ligne, elle est indispensable. Alors, c'est vrai qu'elle va traverser des espaces naturels. C'est pour ça que moi, j'ai proposé qu'on classe 600 hectares en zone naturelle totalement préservée, de façon à rassurer et les agriculteurs et les habitants sur notre volonté de préserver les espaces naturels aux alentours de la gare de la ligne 17. Sur la ligne 18, c'est un autre sujet, c'est le sujet de Saclay. Cher au président du Rouvray, si on a une vision selon laquelle Saclay demain sera le moteur technologique de l'ensemble de la France, avec 25% de la recherche technologique française qui sera dessus, alors il faut le desservir avec des transports en commun, et notamment des transports qui le relient à Orly, c'est-à-dire à un aéroport international, de façon à ce que les chercheurs et les investisseurs puissent venir en transport en commun sur le plateau. Et je ne vous fais pas un dessin, ce plateau, il est totalement engorgé, totalement saturé. Les routes, aujourd'hui, sont totalement saturées déjà. Et il y a des projets, effectivement, de construction. Pourquoi ? Parce qu'on veut que les chercheurs et les étudiants logent à proximité de là où ils étudient. Donc, je crois que
Enfin, j'allais dire, ce débat, on aurait pu l'avoir il y a 10 ans quand on a décidé de faire Saclay. Mais à partir du moment où on décide de faire Saclay, il faut aller jusqu'au bout du projet. Sinon, on fera un demi-Saclay. On mettra des chercheurs dans les champs, ce qu'on a déjà fait dans les années 70 quand on a déplacé Polytechnique et HEC, avec le succès qu'on connaît. Donc, à un moment donné, où on va jusqu'au bout, et là encore, je rappelle que nous avons sanctuarisé au Parlement 1300 hectares de zones naturelles protégées sur le plateau de Saclay pour rassurer sur la non-urbanisation du reste du plateau. Vraiment, on aura ce débat, on va faire le schéma directeur de la région Île-de-France, le SDRIFE, on va le dessiner et on aura ce débat sur comment on artificialise ou pas les sols, le zéro artificialisation nette. C'est des gros sujets, mais vraiment, je crois que là, c'est un débat, on ne peut plus s'arrêter. Là, on peut plus s'arrêter à mi-chemin. Merci beaucoup. Merci à tous les 6. Voilà, vous pouvez applaudir.